sur la finance islamique, hein, un état des lieux et les opportunités. Donc, nous avons avec nous deux personnes qui vont nous éclairer sur ce sujet. Nous avons avec nous Monsieur Anwar Hassoun, qui est donc CEO de la société West Africa Renting Agency. Bonjour, Monsieur Hassoun. Bonjour. Et nous avons également avec nous Monsieur Kader Merbou, qui est consultant et directeur de l'exécutif du Master Finance Islamique à l'Université de Paris-Dauphine. Bonjour, Monsieur Merbou. Bonjour à tous, bonjour. On vous remercie d'être avec nous pour cette masterclass. Vous êtes assez nombreux. Deux petites informations sur cette plateforme. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne la connaissent pas. Je vous suggère tout d'abord à tous et toutes de couper vos micros. Donc, c'est en bas à gauche de votre écran, et de couper également vos vidéos pour que uniquement qu'on puisse bien entendre Monsieur Hassoun et Monsieur Merbou dans le cadre de cette présentation. Vous avez également la possibilité en bas de poser vos questions par écrit, hein, au fil de leur présentation. N'hésitez pas à leur poser vos questions. Ils y répondront bien évidemment après leur présentation. Je remercie Monsieur Hassoun et Monsieur Merbou d'être présents. Je vais leur donc laisser la parole pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, je vous propose la règle du jeu suivante. Comme on a une soixantaine de minutes, on va diviser notre conversation en deux. On a prévu pour vous un slide deck qu'on va vous passer en environ 30 minutes. Et puis ensuite, on aura l'occasion de débattre, répondre à vos questions, qu'elles soient écrites ou verbales. Alors, sans transition aucune, commençons par dérouler la présentation. Elle s'appelle Tendance mondiale et enjeux européens de la finance islamique. Il est vraiment important de reconnaître aujourd'hui que la finance islamique moderne, après 4 décennies, est devenue un compartiment qui a gagné ses lettres de noblesse dans l'industrie financière mondiale. On verra tout à l'heure en point 2 la croissance de l'industrie au cours des 10 dernières années, ses enjeux en Europe et dans les zones limitrophes ainsi que ses limites. Mais avant ça, il faut garder en tête un chiffre. La taille de la finance islamique aujourd'hui dans le monde, c'est peu ou prou 2000 milliards de dollars. Alors, ça peut vous sembler un chiffre un peu ésotérique, 2000 milliards de dollars, il faut la mettre en perspective. Lorsque j'ai commencé dans ce business il y a 20 ans, l'industrie de la finance islamique, c'était un demi-milliard. C'était rien du tout. Et aujourd'hui, c'est 2000 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de 20 fois le PNB du Maroc, qui n'est pas un petit pays. La deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est que la finance islamique aujourd'hui, elle croît 4 fois plus vite que la finance conventionnelle. Et il y a des raisons à ça qu'on va essayer d'expliciter, qu'on va essayer de rendre les plus transparentes possibles. Mais il y a surtout une chose qui est intégrée dans la merveilleuse citation que vous avez en face de vous, c'est que d'abord, la finance islamique, c'est un compartiment éthique de la finance internationale. Et on va passer un petit moment, quelques minutes, sur ce que ça veut dire que l'éthique en finance islamique et quelles sont les dimensions axiologiques, c'est-à-dire la dimension éthique de cette nouvelle manière de penser le marché de l'argent. Et j'ai choisi de mettre ça en toute première partie pour planter le décor. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Kader Merbou pourra m'interrompre et saura m'interrompre à n'importe quel moment de cette présentation. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mon ami. Comme d'habitude, mon ami. Alors, quand on parle d'éthique dans la finance, il y a beaucoup de papiers qui sont publiés à droite et à gauche. On parle de plus en plus de finance verte, on parle d'économie sociale et solidaire, on parle de responsabilité sociale de l'entreprise. Toutes ces dimensions-là relèvent d'une forme d'éthique que des institutions souhaitent insuffler dans le marché de l'argent. En islam, c'est un peu différent, quoique les enjeux soient proches. Alors, avant de parler des principes de la finance islamique, des valeurs de la finance islamique et de ses objectifs,
Encore faut-il s'entendre sur les mots. Qu'est-ce que ça veut dire l'éthique? Et en français, on a deux termes, morale et éthique. La morale est différente de l'éthique et l'éthique est différente de la morale. Les termes ne sont pas absolument substituables, ils ne sont pas non plus interchangeables. Et pour ça, il faut interroger Emmanuel Kant, qui a passé le plus clair de sa vie à s'interroger sur ces questions-là. Il s'est posé trois grandes questions. Que dois-je faire? Que puis-je savoir? Que m'est-il permis d'espérer? Que puis-je savoir et que m'est-il permis d'espérer relève de deux champs de la science, qui sont l'épistémologie et la métaphysique. Ça ne nous intéresse pas ici. En revanche, dans la philosophie morale et politique, que dois-je faire? C'est important. Et en première analyse, la morale répond à la question que dois-je faire? Transposée à l'industrie de la finance, c'est-à-dire au marché de l'argent, quand on est une institution de finance islamique, que ce soit une banque islamique, une compagnie d'assurance islamique, un fonds islamique, que dois-je faire? Quelles sont les normes que je m'impose en tant que professionnel? Ça, c'est la dimension principielle. C'est le champ des principes que nous allons voir tout à l'heure. Il y en a 5. L'éthique, quant à elle, c'est le pourquoi de cette morale. Quand on dit en finance islamique « je ne dois pas pratiquer l'intérêt », quelle est la raison de la non-pratique de l'intérêt? Et ça, c'est le champ de l'éthique et c'est le champ axiologique. Donc en première analyse, la finance islamique, elle a un contenu principiel, il y a des principes. Elle a aussi un contenu axiologique, il y a des valeurs. Et on verra que les valeurs de la finance islamique, il y en a beaucoup, plus d'une vingtaine. J'en ai sélectionné 5 ou 6 pour vous que nous allons détailler ensemble. Alors, pour résumer, la morale répond à la question « que dois-je faire ?» Et donc, dans le secteur qui est le nôtre, quand je suis une banque islamique, que dois-je faire? Quels sont mes principes? Qu'est-ce que la finance islamique prescrit? Qu'est-ce qu'elle interdit? Quelles sont ses normes? Son étymologie, c'est Rome, et c'est un mode d'action. Une banque islamique, une compagnie d'assurance, elle agit à l'aune d'un certain nombre de principes. Au-delà des principes, pourquoi ces principes sont là? Quelles sont ces valeurs? Quel est le contenu axiologique de la finance islamique? Son étymologie et sa racine sont à Athènes, et son mode, c'est l'être. En deuxième analyse, l'éthique précède la morale. Cette morale doit être légitime, et pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle soit universalisable. Et on va s'interroger sur le fait de savoir si la finance islamique peut s'internationaliser au point de devenir un mode universel d'action bancaire et financière pour les musulmans et les non-musulmans. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les principes et les valeurs, accordons-nous, si vous le voulez bien, sur un certain nombre de termes. Les valeurs et les principes de la finance islamique reposent essentiellement sur le concept de confiance. C'est très intéressant parce que quand on fait l'étymologie du mot confiance, cum fides en latin, ça veut dire avoir foi avec ou avoir foi en. Foi et confiance ont exactement la même racine en latin, c'est fides. Eh bien, en arabe, qui est la langue du Coran, foi et confiance ont aussi la même racine. Iman veut dire foi, amana veut dire confiance. Donc on se retrouve ici dans une sorte de convergence des normes et des principes de la finance islamique avec les normes et les principes du monde latin. Très intéressant. Qu'on va retrouver un peu plus tard, presque 19 siècles plus tard, chez Max Weber, Éthique protestante et esprit du capitalisme, qui lui oppose deux types d'éthique. Une éthique de la responsabilité, dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'écologie. L'éthique de la responsabilité, c'est la nécessité de prendre rationnellement en compte les effets de son action lorsqu'on agit. Et l'éthique de la conviction justifie et légitime l'action par la foi, fides, dans des croyances qui sont supposées vraies a priori. Chez Max Weber, l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction sont orthogonales, c'est-à-dire qu'elles ne se rejoignent pas, c'est l'une ou l'autre. En finance islamique, comme on va le voir dans un instant, les deux postures sont réconciliées. C'est-à-dire qu'il y a une conviction qui sous-tend les valeurs de la finance islamique et qu'on le retrouve dans le droit musulman qui lui-même est hiérarchisé, mais il y a aussi une éthique de la responsabilité qui nourrit ces principes moraux. S'il y a un terme que vous devez, à mon sens, garder en tête lorsqu'on parle de finance islamique, c'est une finance qui se veut, qui s'entend et qui se pense comme responsable. Responsable de quoi? On va le voir dans un instant lorsque nous parlerons des valeurs. Alors, je vous ai fait assez languir. La finance islamique est une finance principielle. Elle repose sur des principes et il y en a 5. Ce sont les 5 piliers de l'islam financier. Ces 5 piliers de l'islam financier,
prévoit 3 interdictions et 2 obligations. On dit souvent, la finance islamique, c'est une finance qui refuse l'usure. C'est vrai, mais c'est incomplet. Elle refuse aussi toute forme d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que la définition du riba, qui est le terme arabe pour intérêt? C'est un terme générique qui veut dire accroissement sans cause, enrichissement illégitime. Il y a 2 catégories d'activités économiques qui, en islam, autorisent l'enrichissement, le travail ou la prise de risque. Deuxième interdiction, qui est une combinaison d'interdictions, l'interdiction Et du si je peux me permettre, si je peux juste me permettre sur la partie sémantique sur le risque, vu qu'on en parlait juste sur le slide avant sur la foi et l'iman, le risque aussi est un dérivé de l'arabe qui veut dire risque, R-I-Z-Q. Risque qui est une proportion. Allô, allô. Un futur banquier islamique. Je crois que quelqu'un a laissé un enfant s'évader de la crèche là. Allô. Yasmine, je crois que tu n'as pas retiré ton micro. Pas de problème. Donc, très très bonne remarque, Kader. Riba répond à risque, absolument. Et répond aussi à amal, qui veut dire travail. Deuxième série d'interdictions qui sont combinées, parce qu'elles renvoient au même type d'imperfection que la finance islamique a identifié dans la finance conventionnelle. Le maïsir et le gharar. Le maïsir, c'est la spéculation des jeux de hasard. On entend par maïsir toutes les activités économiques à somme nulle. Ce que Pierre gagne, Paul le perd. Le gharar, en revanche, c'est l'incertitude contractuelle. On verra un peu plus tard que la finance islamique, au-delà d'être principielle et axiologique, elle est aussi contractuelle, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur un certain nombre d'arrangements contractuels, de contrats. Il faut que ces contrats soient valides. Et pour valider un contrat, il faut que le bien soit décrit, sa quantité, sa qualité, son prix et le moment de sa livraison. Si ces dimensions sont correctement décrites, alors le contrat est valide. Sinon, il y a de l'incertitude contractuelle qui n'a rien à voir avec la prise de risque. L'incertitude contractuelle, elle est non probabilisable, elle est non mesurable, elle est simplement là. Enfin, comme vous le savez, la finance islamique se refuse de traiter de secteurs prohibés qui sont explicitement prohibés en islam. Tout ce qui n'est pas explicitement prohibé en islam est autorisé, par exemple l'alcool, les armes et le tabac. Les interdictions sont intéressantes, mais elles ne sont pas les plus intéressantes et les plus opératoires. Il existe 2 obligations, au moins en tendance. La première est l'adossement, la deuxième est les 3 P. Qu'est-ce que c'est que l'adossement? Toute transaction financière islamique, donc conforme aux valeurs de l'islam, doit être adossée à un actif réel ou tangible. On ne peut pas faire commerce de papier. Nous devons être des marchands de biens. J'ai été banquier islamique pendant 3 ans à Dubaï et nous étions tous les jours marchands de biens. Il faut qu'un actif réel, tangible, identifié, préexiste à la transaction financière, sinon cette transaction devient ribaoui, c'est-à-dire contenant du riba. Enfin, et c'est toute la beauté esthétique de la finance islamique réside dans ce dernier principe, le partage des profits et des pertes, bien avant la lettre, bien avant la valeur créée pour les parties prenantes par opposition à la valeur créée pour les actionnaires, la finance islamique prévoit partage des profits et des pertes entre les parties prenantes, que ce soit les actionnaires, mais aussi les clients, les fournisseurs, l'État, la communauté. Et donc, l'idée ici est de considérer les institutions financières islamiques et n'importe quelle transaction de finance islamique comme un lieu de partage de la valeur. Alors, ces principes sont bien évidemment inhérents aux sources du droit musulman. Je ne vais pas rentrer dans le fiqh al-mu'amalat, qui est le droit commercial en islam, mais sachez que le droit musulman, comme n'importe quel corpus juridique, est hiérarchisé avec tout en haut le livre saint et tout en bas l'ijtihad, qui est l'effort intellectuel rationnel. Entre les deux, vous trouvez la sunna. Le ijma, c'est le consensus des jurisconsultes, et le qiyas, c'est le raisonnement par analogie. Donc, les jurisconsultes et les jurisconsultes sont partie prenante aux opérations de finance islamique. C'est eux qui signent les fatawas, qui sont les opinions qui garantissent la validité des transactions de finance en islam. Tous ces jurisconsultes s'appuient sur ces sources du droit musulman qui se sont sédimentées à mesure que le temps passe. Les principes sont intéressants, mais les valeurs le sont tout autant. Alors, on peut citer différents contenus axiologiques.
de la finance islamique. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais simplement ici, pour gagner du temps et tenir les 30 minutes, faire un focus sur un certain nombre d'entre elles. Le premier, la valeur de réalité et le statut de la monnaie. En islam et en finance islamique, la monnaie n'a pas de valeur. C'est un bout de papier. C'est l'économie réelle qui a de la valeur. La monnaie n'est finalement qu'un instrument de mesure. Par conséquent, l'inflation notionnelle, c'est-à-dire l'inflation de monnaie papier, n'est pas souhaitable. Elle n'est pas interdite en soi, mais elle n'est pas souhaitable. La deuxième valeur qui traverse la finance islamique de part en part, c'est la valeur de responsabilité. Elle s'applique à la dette. En islam, la dette, elle est sacrée. Elle constitue une responsabilité en soi et elle ne peut pas faire l'objet d'un échange. Quand on parlera tout à l'heure des soukouks, qui sont les équivalents islamiques des obligations, on verra qu'il y a des conditions pour leur échangeabilité, c'est-à-dire pour leur cotabilité sur un marché. On ne peut pas coter n'importe quel soukouk. C'est une catégorie de soukouk qui peut être cotée. La valeur de copropriété, contrairement à ce que nous racontait René Descartes, les hommes ne sont pas maîtres et possesseurs de la nature, ils n'en sont que les régents. Par conséquent, nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde. Et la finance, comme n'importe quelle activité transactionnelle humaine, partage cette responsabilité pour le monde. Par conséquent, la finance islamique, elle est naturellement sociale, elle est naturellement écologiste. Enfin, la séquentialité, la production précède l'échange. On ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. Par conséquent, les ventes à découvert sont interdites. On ne peut pas spéculer sur des choses qu'on ne possède pas. Et donc, la production précédant l'échange marchand, il est forcé que les banques islamiques deviennent des marchands de biens. Il est donc forcé que les banques islamiques aient une responsabilité par rapport à l'industrie. En définitive, la finance islamique vous dit la chose suivante: servir l'économie réelle et ne pas se servir d'elle. Si la finance islamique avait une seule punchline, ce serait servir, point. Alors continuons. Sur la base de cette dimension principielle, les 5 piliers de l'islam financier, sur la base de sa dimension axiologique, les valeurs qui traversent la finance islamique, la responsabilité, l'équité, l'association davantage que la domination, un certain nombre de contrats ont été fabriqués par les professionnels de la finance islamique depuis un peu moins de 15 siècles. Je vous ai mis ici un certain nombre de termes qui sont en arabe, enfin, la translittération française de l'arabe, ijara, istisna, murabaha, musharaka, mudaraba. Ce sont des termes un peu compliqués. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais sachez que le point commun de tous ces contrats, c'est qu'ils prévoient soit une transaction d'achat suivie d'une transaction de vente, rappelez-vous le concept de marchand de biens, soit une transaction de fabrication, c'est-à-dire la banque islamique est partie prenante à une opération de fabrication, par exemple d'un bien immeuble ou d'un bien meuble ou d'une activité agricole. Donc on fabrique des biens de consommation pour ensuite, une fois qu'ils sont financés, les distribuer. Donc la banque islamique, c'est une partie prenante, elle a partie liée à l'industriel ou au marchand. C'est un partenaire. Donc la finance islamique, elle est par définition partenariale. C'est pour ça que dans un certain nombre de pays, comme le Maroc, comme l'Algérie, la Turquie, on ne l'appelle pas finance islamique, on l'appelle finance participative. Elle participe à l'activité économique et ne se contente pas simplement de faire commerce de dinars. Alors, ça va aller plus vite pour la suite puisque le décor est planté. Intellectuellement, on sait de quoi on parle. Maintenant, on va regarder un certain nombre de chiffres et voir comment ce segment éthique de la finance mondiale s'est comporté. Alors, comme vous le voyez ici, à gauche, c'est les bonnes nouvelles, à droite, c'est les moins bonnes nouvelles. À gauche, c'est le taux de croissance de la finance islamique depuis une dizaine d'années, qui est de 10% en moyenne depuis 2007, avec des hauts et des très très hauts jusqu'en 2012-2013, et avec des un peu plus bas, et c'est normal, c'est la deuxième phase de la crise financière internationale, mais en moyenne 10% de croissance quand la finance conventionnelle croît à 2,8%. Pourquoi? Un phénomène de rattrapage. Les pays musulmans sont de plus en plus demandeurs de finances islamiques un peu partout dans le monde. Les économies musulmanes de l'Organisation de la coopération islamique croissent plus vite
que les autres économies partenaires ou concurrentes pour atteindre 2,19 trillions de dollars en 2018, 2190 milliards en 2018, tout actif confondu. Ce chiffre était de 1893 milliards en 2017. Donc une croissance qui reste soutenue malgré les chocs, malgré la crise. La moins bonne nouvelle, c'est que la finance islamique aujourd'hui, il suffit de regarder le camembert rose en haut à droite. Pourquoi il est rose, je n'en sais rien, mais en tout cas, il donne une information très importante. Aujourd'hui, 72% de l'industrie de la finance islamique, c'est de la banque. Donc finalement, c'est de la finance du XXe siècle. Lever des dépôts pour octroyer des crédits. C'est ce dont les pays de l'Organisation de la coopération islamique, qui sont essentiellement des pays émergents, ont besoin. Très bien, lever des dépôts, octroyer des crédits. Mais la désintermédiation financière, c'est-à-dire la finance islamique 2.0, celle du 21e siècle, elle n'a pas encore complètement pris pied. Les soukouks, les obligations ne représentent que 24,2% et les fonds islamiques que 2,8%. Les actions islamiques ne représentent finalement que 2,8%. Le takafoul, l'assurance, ne représente que 1%. 1 et des pouillèmes, 1,3. C'est-à-dire que l'assurance, c'est le parent pauvre de la finance islamique. La désintermédiation financière n'a pas complètement pris pied. Et sur les 2 trillions, vous avez 1,4 ou 1,5 trillions qui sont encore capturés par les banques. Alors, de deux choses l'une, on peut voir le verre à moitié plein en disant la finance islamique, elle a fait son boulot, c'est-à-dire bancariser les gens. Mais la finance islamique, elle n'a pas fait son boulot parce qu'elle n'est pas encore complètement enracinée dans la modernité. Et c'est peut-être l'objet des conversations qu'on a, comme cette e-conférence ou les programmes de formation que nous avons à droite et à gauche et les activités de conseil que nous faisons, c'est justement d'alimenter davantage de désintermédiation et de modernité. C'est pour ça qu'on va parler peut-être pendant les questions-réponses des fintech Sharia compliant, des néobanques Sharia compliant, des crypto-monnaies Sharia compliant. Tout ça, on y travaille, mais ça n'a pas encore complètement dominé le marché. Pour l'instant, ce sont des quelques pourcentages de l'industrie. Alors, s'il y a bien un compartiment qui a extrêmement bien réussi, au-delà des banques, c'est le marché des soukouks. Vous voyez ici les quantités d'émissions annuelles. Ce n'est pas le stock de soukouks. Le stock de soukouks, c'est 1 demi-trillion, c'est 500 milliards de dollars. Mais ce sont les flux, chaque année, d'émissions de soukouks dans le monde. Et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'en moyenne, vous avez 100 milliards de dollars d'émissions de soukouks, d'obligations islamiques qui sont émises chaque année. 100 milliards de dollars, je vous rappelle, c'est le PNB du Maroc. Donc chaque année, l'industrie des intermédiaires de la finance islamique produit un Maroc d'obligations. C'est gigantesque. Et ça, malgré les hauts et les bas de la crise. Je vous rappelle, la crise a commencé en 2007, juillet 2007. C'est achevé, nous dit-on, fin 2014. Et vous voyez bien, vous voyez la chute des émissions obligataires 2014-2015. Et puis ensuite, on a eu un taux de croissance de 23% des émissions de soukouks. Et puis ensuite, un petit tassement en 2017. Mais quand même, 100 milliards d'émissions obligataires, Sharia compliant par an, c'est quand même une sacrée performance. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, et si on m'avait dit ça, j'aurais signé les yeux fermés. Donc c'est une bonne chose. L'autre chose qui est importante, donc ce qu'on a vu sont les émissions de soukouk, c'est-à-dire l'offre obligataire, maintenant la demande obligataire. Quand j'étais chez Bank of Tokyo où on faisait la fenêtre islamique, on a demandé à notre banque d'affaires et à notre asset manager qui étaient nos filiales d'interroger les investisseurs mondiaux de Tokyo jusqu'en Californie pour savoir si les investisseurs obligataires, donc les spécialistes de l'asset management obligataire fixed income, avaient dans leur portefeuille au moins une émission de soukouk. 99% des investisseurs nous ont dit oui. Nous avons des soukouks en portefeuille, nous savons ce que les soukouks sont et nous comprenons que les soukouks sont l'équivalent Sharia compliant des obligations et nous les achetons. D'ailleurs, quand un émetteur, mettons un État, l'État de Turquie ou du Kenya ou d'Afrique du Sud, émet des soukouks, donc des obligations islamiques, 50% des investisseurs ne sont pas des investisseurs musulmans. Ce sont des investisseurs conventionnels qui acceptent d'accueillir des soukouks dans leur portefeuille parce qu'ils considèrent que ce sont des papiers de bonne qualité. Alors, au-delà des banques et des émissions de soukouks, vous avez des initiatives de finance islamique dans aujourd'hui plus de 80 pays, avec un degré d'enracinement différent, mais dans plus de 80 pays, ce qui veut dire que la finance islamique s'internationalise à partir de 2 hubs. Il y a 2 hubs de la finance islamique. L'un est en Asie du Sud-Est, c'est en Malaisie. La Malaisie est une des capitales mondiales de la finance islamique pour 2 sous-compartiments.
L'un étant le Takaful, donc l'assurance islamique est la plus développée au monde en Malaisie, et deux, la gestion d'actifs, y compris la gestion d'actifs obligataires, les soukouk. Et puis vous avez un deuxième hub qui est centré autour de Dubaï. C'est aujourd'hui Dubaï qui a réussi à damer le pion à Beyrouth, à Riyad, à Doha, à Bahreïn. Aujourd'hui, la banque islamique, c'est Dubaï. Et donc, vous avez dans le Golfe Persique un deuxième hub, mais qui est un hub plus 20e siècle, c'est-à-dire plus bancaire. Et puis, à partir de ces deux hubs, par cercle concentrique, se déploient des initiatives de finance islamique un peu partout dans le monde, jusqu'à être arrivé au Royaume-Uni, qui, comme vous le savez, est l'hôte de 5 institutions financières islamiques qui ont pignon sur rue, alors qu'en Europe continentale, nous n'en avons qu'une seule, en Allemagne, et encore, elle ne fait qu'un nombre extrêmement limité de transactions. Il manque une banque ou une néobanque islamique en Europe, on va y revenir tout à l'heure. D'ailleurs, il faut que j'accélère. Et donc, aujourd'hui, comme vous le voyez, par cercle concentrique, vous allez avoir deux types de marchés. Les marchés de prédilection qui sont centrés autour de ces deux hubs qu'on appelle Kismut. Et merci Ernst Young de m'avoir donné ces informations-là. Qatar, Indonésie, Arabie Saoudite, Malaisie, Émirats Arabes Unis et Turquie. S'il vous prenez l'envie ou le désir ou le rêve d'intégrer le monde fabuleux de la finance Sharia compliance, c'est dans Kismut qu'il faut aller. Au Qatar pour l'asset management, en Indonésie pour la microfinance, en Arabie Saoudite pour la banque et les émissions de soukouk, en Malaisie pour l'asset management et le takaful, l'assurance, les Émirats Arabes Unis pour la banque 2.0 et la Turquie pour à peu près tout. Les marchés d'opportunité, c'est ce qu'on appelle les frontier markets, et bien c'est là que vous avez des musulmans, mais pas forcément majoritaires, sauf au Maghreb et en Égypte. Donc vous avez le Maghreb qui aujourd'hui avance très bien, notamment le Maroc qui a pris un train d'avance. L'Égypte, qui reste un grand marché, quand bien même la finance islamique là-bas ne soit pas forcément en odeur de sainteté. L'Iran, mais ils sont chiites, ce n'est pas une insulte, c'est simplement que c'est différent. Et puis surtout l'Afrique, 500 millions de musulmans, un marché à très 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 fort potentiel, et c'est là que se concentre l'essentiel des initiatives qui sont prises par les institutions financières islamiques dans le monde. Aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme le futur marché, ainsi que l'Europe, y compris la Russie. Alors, en Europe, justement, je vais passer cette slide, ce n'est pas important, on y reviendra sur l'institutionnalisation de la finance islamique. Ce qu'il est important de noter en Europe, c'est que la finance islamique, elle doit, en Europe, commencer à construire son écosystème. Et aujourd'hui, nous avons des soukouks en Europe, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Nous n'avons pas de compagnie de takaful, nous n'avons pas de banque. Et donc, aujourd'hui, la finance islamique en Europe s'arrête finalement au marché de capitaux. On peut souscrire des assurances vie, on peut acheter des fonds islamiques, on peut se procurer des soukouks, il suffit d'aller sur Bloomberg. Mais l'intermédiation financière par le biais des compagnies takaful et des banques islamiques n'a pas encore pris le pied. Il y a des raisons à ça, on pourra y revenir dans un moment. Mais pour que l'écosystème se complète sur le marché européen, qui est quand même haute de 15 millions de musulmans, c'est pas rien, il nous faut des compagnies takaful et des banques islamiques, soit des banques en tant que telles, soit des néobanques, soit une combinaison des deux, et on pourra discuter le cas échéant sur la meilleure manière de le faire, et on verra que finalement, il n'y a la place que pour un pure player. On voit difficilement des institutions comme BNP, ou Crédit Agricole, ou ING, ou HSBC lancer des opérations de finance islamique sur les territoires européens, parce que cela cannibaliserait quelque part leur activité de finance conventionnelle. C'est de se dire, oui, il y a un marché, mais attention, si on sert les communautés musulmanes ou les communautés crypto-musulmanes, c'est-à-dire celles qui acceptent de manger halal et de consommer halal, mais qui ne sont pas forcément musulmans, alors que va penser notre clientèle conventionnelle? Et là, c'est très dur pour un dirigeant de se dire, je risque de mettre à mal mon business conventionnel que j'ai mis tant de temps à fabriquer pour finalement servir des produits qui pourraient être potentiellement considérés comme communautaristes. Donc, c'est difficile pour les institutions installées de se lancer dans cette aventure. Donc, forcément, si ce n'est pas pour les institutions installées, c'est pour des institutions à s'installer. Donc, pour un pure player, quelqu'un qui ne ferait que ça. Et on pourra discuter ensuite des modalités possibles d'avènement de cette institution. Je passe là-dessus pour me concentrer sur cette slide. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Europe? Comme vous le voyez, si vous faites la somme des communautés musulmanes en Europe, dans les Balkans, en Europe centrale, en Europe occidentale, en Europe du Nord, vous allez avoir un core market d'à peu près 15 millions de clients
et un bigger market de 20 à 22 millions de clients. C'est beaucoup, 22 millions de clients. Et aujourd'hui, vous avez des initiatives assez intéressantes. Au Royaume-Uni, bon, eux, ils sont équipés. Ils nous ont fait le déplaisir de quitter l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on ne peut plus tellement compter sur les banques islamiques du Royaume-Uni pour nous servir, puisqu'ils ne font plus partie ni de l'Union européenne, ni a fortiori de la zone euro. Au Luxembourg, quelques initiatives intéressantes, mais essentiellement du capital market, des émissions obligataires et des fonds. En France, pareil, quelques initiatives intéressantes sur l'assurance vie et quelques modalités d'intermédiation par le biais de 570 Easy qui fait du courtage pour l'accès à la propriété immobilière par le biais de banques partenaires, mais de manière extrêmement épisodique. L'Allemagne, une banque qui est contrôlée par Kuwait Finance House au Koweït via sa filiale turque. Et puis en Bosnie, une banque islamique qui est contrôlée par la Banque islamique de développement. Vous voyez, c'est finalement très épisodique, c'est très saupoudré et pas suffisamment industrialisé. Et c'est là où je voulais en venir. Pour que la finance islamique émerge en Europe, il faut pouvoir penser son industrialisation. Et ça suppose beaucoup de fonds propres. Et ça rebute un certain nombre de nos amis dans le Golfe et surtout en Asie. Alors, ce qu'il faudrait, c'est un pure player avec des actionnaires peut-être en provenance du monde arabe, d'Asie ou de Turquie, ou des actionnaires européens, mais pas forcément déjà impliqués dans le monde de la finance. Un modèle d'affaires qui soit d'abord orienté vers l'épargne, la banque privée, puis ensuite les particuliers, parce que sans les particuliers, ce n'est pas durable. Un positionnement stratégique très technologique et très digital, très nomade. Donc ça veut dire du e-banking, voire du néo-banking. Une forme de différenciation par le service, la qualité et la disponibilité et le temps. Il faut pouvoir être hyper réactif. Des marchés qui sont essentiellement centrés sur l'eurozone. Pourquoi pas le Luxembourg, pourquoi pas la France, et devenir vraiment le best in class pour pouvoir se différencier par la qualité. Un mot d'ordre, religare. Religare, je vous rappelle, en latin, ça veut dire faire des liens, nouer, relier. Donc, religare a donné religion, qui n'a d'autre racine que celui de lier les gens entre eux, devenir une agora, une forme de forum. Donc cette initiative de finance islamique est une agora. Alors dans les marchés qui sont très liés à l'Europe, pour des raisons historiques, linguistiques, culturelles, religieuses, ce que vous voulez, il y a un deuxième marché qui est extrêmement important, c'est le marché africain. Vous voyez ici les petites pastilles en vert, c'est ce qui existe déjà, en orange, c'est ce qui est en plus, cette slide n'est pas complètement d'actualité parce que le Maroc, maintenant, il faut mettre du vert partout. Ça, c'était il y a quelques années. Soit des banques islamiques, soit des émissions de soukouk. Et vous voyez la carte africaine, il y a des banques islamiques ou des émissions de soukouk qui sont soit existantes, soit en préparation à peu près partout, sauf pour l'instant en Afrique centrale, ce qui est une aberration parce que quand on pense au Cameroun, au Tchad, forcément, eu égard à la composition de la population sur place, il y a la place pour soit une émission de soukouk, soit des awqaf, des fondations islamiques, soit des banques islamiques sur le territoire. Donc, comme je vous le disais, l'Afrique, 500 millions de clients potentiels, c'est un énorme marché où les banques islamiques se font de plus en plus concurrence. Ce n'est que le début, mais si on devait déployer des tendances à 10 ou 20 ans, je mettrais ma main à couper que l'Afrique, dans 20 ans, sera un hub régional assez considérable en matière de finance charia compliant. Alors, quelles sont les limites? On ne peut pas aborder scientifiquement ou intellectuellement un phénomène sans s'autocritiquer. Beaucoup de défis à relever. Le premier, c'est le défi de la désintermédiation. Il y a trop de banques. On n'a pas encore suffisamment de fonds, on n'a pas encore suffisamment d'assurance et on n'a pas encore suffisamment de soukouk. Même si les soukouks ont été un grand succès, c'est encore pas suffisant. Les besoins en infrastructure des pays de l'Organisation de la coopération islamique, c'est 3 500 milliards de dollars. Le bilan de la Banque islamique de développement, c'est 30 milliards. C'est-à-dire que pour chaque dinar que la Banque islamique de développement met à fonctionner dans les pays membres, il en faudrait 100 fois plus. La gestion de la liquidité, je vous le rappelle, pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans l'industrie de la finance ou qui sont étudiants en finance ou intéressés par le monde de la finance, la gestion de la liquidité, c'est une gageure, c'est une difficulté. Gérer le cash, c'est très, très difficile. Et la plupart des instruments dont on a l'usage, sont des instruments de taux, donc des instruments ribawi.
Comment vous faites quand vous êtes une banque islamique et qu'il n'y a pas assez de soukouk pour gérer votre liquidité? Et en particulier, pas assez de soukouk court terme. Et bien forcément, vous accumulez du cash qui ne sert à rien, simplement pour protéger votre bilan, alors que ce cash serait bien plus utile dans le logement social. Autrefois nourrie par l'offre, l'industrie est aujourd'hui alimentée par la demande. Mais les clients sont de plus en plus exigeants. Si vous voulez lancer des opérations de finance islamique en Europe, vous ne pouvez pas le faire à moitié. Vous ne pouvez pas le faire mal. Parce que les clients, ils sont très exigeants et surtout, s'ils sont pas contents, pas satisfaits, ils s'en vont. On dit, dans mon monde, on dit qu'ils votent avec leurs pieds. Donc, si vous voulez faire de la finance islamique, il faut la faire bien. Sinon, ce n'est pas la peine de la faire. Et pour ça, il faut innover. Et nos capacités d'innovation restent encore faibles. Les banques d'affaires, par exemple, en finance islamique, sont à la traîne. Si on doit citer une grande banque islamique dans le monde, on peut citer Kuwait Finance House, tout le monde la connaît. Al-Rajhi, tout le monde la connaît. Al-Baraka Banking Group, tout le monde la connaît. Mais si on devait nommer une banque d'affaires islamique et qu'on devait faire un sondage, on aurait finalement assez peu de retours parce qu'on ne les connaît pas. Il y en a très peu. Alors, l'autre chose qui nous manque un peu, c'est que nos marchés sont fragmentés. Quand on part du marché malaisien, c'est le marché malaisien. Il a finalement assez peu de liens avec les marchés internationaux. Les banques islamiques malaisiennes s'exportent assez peu. Les banques islamiques du Golfe s'exportent assez peu. Et donc, nos marchés sont des marchés locaux, fragmentés, assez peu régionalisés et pas du tout globaux. Donc, il s'agit non pas de piloter l'internationalisation de la finance islamique, mais sa globalisation. Il y a encore des discussions chez les jurisconsultes, les fameux sharia scholars, les fuqaha, les chouyours, se parlent beaucoup, mais parfois pour se chamailler. Donc, on n'a pas encore complètement de consensus, un consensus à 100%, on a un consensus à 90%, à 95% sur les questions de fond, mais sur le plan charaïque, il y a encore un certain nombre d'incertitudes et les écoles de pensée, il y en a 4 dans l'islam sunnite, les shafi'ites, les malikites, les hanbalites et les hanafites. Les 4, alors je ne parle même pas des jafarites et des décimains qui sont chiites, mais ces 4 écoles de pensée ne partagent pas forcément un consensus. D'ailleurs, il n'y a pas assez de jurisconsultes. On compte dans le monde une trentaine de rockstars, des jurisconsultes à vocation globale qu'on retrouve partout, mais ils n'ont pas encore organisé leur succession. D'ailleurs, ils n'y pensent même pas à leur succession. Malgré leurs grands âges, leurs âges que je nommerais de canoniques, pour certains d'entre eux, ils sont encore en activité et pas encore à même de partager le savoir avec les plus jeunes. Et puis, la finance islamique, elle n'est pas assez verte dans toutes les dimensions de ce que la verdure veut dire. Elle n'est pas assez écologiste, alors que c'est dans son ADN. Elle n'est pas encore assez sociale, alors que c'est dans son ADN. Elle ne s'intéresse pas encore suffisamment au couple homme-technologie qui fera le 21e siècle et au-delà de lui le 22e. Elle n'est pas encore là-dedans. Elle est encore dans le fait de lever des dépôts pour octroyer des crédits. Donc la finance islamique du siècle prochain et de ce qui reste de celui-ci, modulo les crises sanitaires, devrait être une finance islamique plus technologique, une finance islamique plus green, une finance islamique plus écologique, une finance islamique plus encline à l'action sociale. Donc, avec de l'innovation et du capital humain, en principe, l'écosystème d'avant, celui des années 90-2000, avec dépendance au pétrole, concentration géographique et intermédiation excessive, devrait se translater vers un écosystème un peu plus complet, avec une finance islamique moins dépendante du pétrole. D'ailleurs, on le voit, les prix du pétrole sont négatifs. Les banques islamiques, elles booment comme jamais. C'est étonnant. La corrélation que j'ai connue il y a 20 ans, aujourd'hui, elle a disparu. Donc ça, c'est une bonne chose. Plus de désintermédiation financière, ça, c'est pas encore arrivé. Et puis enfin, davantage de diversification géographique, d'internationalisation et de globalisation. On n'y est pas encore, mais ce sera à vous, les générations qui vont prendre à bras le corps ce phénomène, de faire le boulot. Nous, on a fait le nôtre. Donc, pour finir, dernière slide, j'ai été trop long, mais ce n'est pas grave. Un certain nombre de dimensions qu'il faut garder en tête pour préparer l'avenir de la finance charia compliant. Les régulateurs devront s'adapter, ils ont commencé à le faire. On l'a vu au Maghreb, on l'a vu en Afrique de l'Ouest notamment, qui ont sorti des normes réglementaires pour accueillir la finance islamique, améliorer l'impact sur l'économie réelle et la société. Ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on bancarise des populations musulmanes et non musulmanes des pays musulmans. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Attirer davantage de capital humain, c'est pour ça que Kader et moi, depuis 10 ans, sommes intarissables et intraitables sur la nécessité, non pas simplement de faire de la finance islamique, mais de faire de la finance islamique, c'est-à-dire former des gens pour le faire. D'ailleurs, on a formé un peu plus de 300 personnes à Dauphine. Aujourd'hui, si vous regardez leur trajectoire à la Banque islamique de développement, en Malaisie, au Qatar et ailleurs,
force est de reconnaître que leurs trajectoires sont absolument brillantes et on en retire une grande satisfaction. Engagement et sponsorisation, renforcer le triptyque secteur public, secteur privé et le monde des fondations, les awqaf. Cette triangulation est importante. Il ne faut pas simplement que les régulateurs fassent de la régulation dans leur coin, les banques fassent de la banque et l'action sociale Sharia compliance se fasse indépendamment de tout ça. L'idée, c'est d'essayer de faire converger les choses. Ça se passe brillamment à Dubaï et en Malaisie, beaucoup moins chez nous et beaucoup moins au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. C'est dommage, mais ça devrait pouvoir faire l'objet davantage d'attention. Et enfin, favoriser l'expansion des institutions financières islamiques. L'expansion, ça veut dire quoi? À la fois en taille, mais aussi en profondeur technologique et en savoir-faire, et puis ensuite géographiquement, pouvoir découvrir de nouveaux marchés tout en décloisonnant les métiers. In fine, l'industrialisation du modèle de finance Sharia compliant va passer nécessairement par davantage de coordination, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'université, mais aussi dans nos activités de conseil. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire sur ce sujet de finance islamique, et je pense qu'on a encore un peu de temps pour débattre si vous en êtes d'accord. Je m'arrête là. Alors, bravo Anouar, merci. Merci à tous. Bon, je pense que je vais prendre un petit peu le lead sur les questions de groupe. Il y a eu beaucoup de questions pendant ta présentation, Anouar. J'ai essayé de tenter de répondre à quelques-unes, mais bon, finalement, après, le flow ne s'est pas arrêté. Donc, une petite question sur l'immobilier islamique, sur les questions de la limite à l'endettement. Et une question qui est très pertinente au demeurant, faut-il choisir ses locataires en fonction du secteur d'activité? Donc, j'ai répondu à la question. Donc, la limite définie, c'est le tiers. Donc 30 ou 33% de limite d'endettement. Et le choix des locataires quand on est propriétaire, par définition, on porte la responsabilité. Donc le choix des locataires le locataire ne doit pas avoir une activité dans le secteur dit illicite. Voilà. Quand c'est de l'immobilier commercial, quand c'est de l'immobilier… Quand c'est l'immobilier commercial, quand c'est l'immobilier individuel, bon, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas une agence de renseignement pour aller savoir qui habite chez vous. C'est quoi une obligation sans intérêt? La valeur du capital augmente, créant ainsi la rentabilité. Ça, c'est une question que tu vas aimer, ça. C'est une excellente question. Je peux répondre? Vas-y, je t'en prie. Alors, les soukouks, une obligation qui ne prévoit pas d'intérêt, c'est très simple. Comme je vous rappelle, les soukouks sont adossés à des contrats. Et donc, ce contrat est un contrat qui prévoit l'existence d'un actif sous-jacent. Donc, si vous voulez émettre une émission obligataire Sharia compliant, il faut avoir identifié au préalable un actif existant ou un actif à construire. Actif existant, contrat de ijara, location, ou un actif à construire, contrat de istisna. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre l'exemple de la location. C'est très simple. Vous avez un État, l'État du Luxembourg, qui, pour l'émission de soukouk, va créer un véhicule qu'on appelle un SPV, donc c'est une société ad hoc. À l'actif de la société ad hoc, vous allez avoir un bien immobilier, un bien immeuble. Au Luxembourg, en l'occurrence, c'était 2 tours. Donc l'État du Luxembourg cède l'usufruit de ces deux bâtiments à ce véhicule de financement. Ce véhicule de financement, à l'actif, il va avoir quoi? Il va avoir des droits, donc des loyers. Il va recevoir des loyers tous les mois. L'État du Luxembourg va lui payer des loyers. Autant de loyers que l'État du Luxembourg ne touche plus, forcément, puisqu'il les a cédés. Alors, à son passif, ce véhicule d'investissement, il va y avoir des soukouks, une émission obligataire qui va être distribuée auprès des investisseurs. Donc, les investisseurs, par le biais des soukouks, sont copropriétaires des loyers futurs. Pour l'État du Luxembourg, c'est comme si vous aviez actualisé aujourd'hui les flux de loyers futurs, donc il reçoit le cash aujourd'hui, c'est la contre-valeur numéraire de l'émission de soukouk. Et pour les investisseurs en soukouk, ils vont recevoir les loyers futurs. Et ces loyers, c'est intéressant. Soit les soukouks sont amortissables, et donc les loyers vont intégrer 2 choses, l'amortissement du principal plus le surloyer, le profit, comme on dit en arabe. Soit les soukouks ne sont pas amortissables et ne font que titriser RIP, donc le surloyer, auquel cas, à la maturité des soukouks, l'État du Luxembourg va racheter ces biens immobiliers au marché à un prix prédéterminé. Et donc, comme vous le voyez ici, il n'y a absolument pas d'intérêt, il y a des loyers. Alors, vous pouvez étendre le loyer à création de valeur industrielle. Prenez par exemple une turbine, elle n'existe pas encore. Il va falloir financer l'ensemble des intrants. Alors, il faut créer le parc dans lequel la turbine va être, le parc industriel. Il faut acheter les composants de la turbine. Il faut payer des ingénieurs et des ouvriers pour monter la turbine.
il faut payer des intrants qui sont de toutes sortes. De toutes sortes, hein. Ça peut être une turbine à gaz, ça peut être une turbine hydroélectrique, ce que vous voulez, par exemple du gaz, tout ça, ça se paye. Qui les paye? Les investisseurs en sous-cook. Qu'est-ce qu'ils gagnent les investisseurs en sous-cook? Ben, ils gagnent la marge qui va être générée au moment de la production d'électricité. Donc, comme vous le voyez, les sous-cooks ne sont absolument pas des obligations. Les obligations étant simplement des contrats de financement où, par voie contractuelle, un émetteur demande au marché de lui filer du cash pour investir ensuite dans ce qu'il veut. Là, l'investissement, il est tracé. C'est ce dont on parle, la traçabilité des flux inhérent à l'orientation, la convergence des flux levés vers une activité prédéterminée, existante ou à venir. Merci. Ensuite, une autre question, je vais pouvoir y répondre avec toi si tu veux, mon ami Anouar. Quelles sont les institutions en Angleterre? Bon, il y a 5 institutions au global en Angleterre, 3 banques d'investissement, 2 banques de détail. Parmi les 2 banques de détail, on a HSBC Amana. Et la deuxième, c'est l'ex-IBB, Islamic Bank of Britain, qui a été rachetée par la banque Ryan, une banque qatari, il y a quelques années. Donc, qui fonctionne plutôt bien, qui s'est un peu dématérialisé, IBB. Le IBB était un ancien modèle. Quand Ryan UK a racheté, ils se sont un peu mieux positionnés et la banque fonctionne plutôt correctement. Donc, Anouar n'a pas eu le temps dans la présentation, mais la différence sociologique entre les 2 populations, notamment qu'on essaye toujours de comparer, comparaison de comparaison, entre la France, les musulmans entre guillemets de France et les musulmans entre guillemets d'Angleterre ne sont pas du tout les mêmes. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à regarder attentivement toutes les études qui sont faites sur le monde de l'islam par le think tank basé à Washington qui s'appelle Pew Research, P-E-W, plus loin Research en anglais. Ils ont véritablement des très bonnes données sur l'évolution de la consommation religieuse. Donc, je vous invite grandement à les regarder. Donc, 2 banques de détail, 3 banques d'investissement. Anouar, tu veux rajouter un petit point sur l'Angleterre? Oui, parmi les 3 banques d'investissement, il y a Bank of London and the Middle East, qui est devenue une banque privée / asset manager, très haut de gamme. Et ils ont un produit qui marche très bien. C'est un fonds d'investissement. Vous avez un quart qui est en marché monétaire, un quart en sous-cook, un quart en actions cotées et un quart en immobilier. Ils l'appellent le 4 quarts d'ailleurs, c'est pour ceux qui aiment la cuisine. Et puis vous avez Gatehouse. Alors Gatehouse, c'est intéressant, hein, c'est pareil, banque d'affaires et asset manager. Et eux, ils ont un prisme particulier. Ils aiment beaucoup l'immobilier, d'ailleurs l'immobilier asiatique. Donc Gatehouse marche bien sur l'immobilier. Ils ont eu des hauts et des bas. Bon, alors le problème, c'est qu'ils ont 5 institutions financières islamiques, mais une toute petite communauté musulmane, très bruyante, très bien organisée, tout ce que vous voulez, qui est essentiellement originaire d'Asie du Sud-Est. Et donc, sans l'Europe continentale, je veux dire, prenez par exemple Al Rayyan UK, hein, qui est la filiale européenne, britannique de Masraf Al Rayyan, qui est à Doha au Qatar, qui est une superbe banque islamique. Je connais bien Adel Mostafawi, qui est son CEO, qui a participé d'ailleurs à l'acquisition du PSG, mais bon, ça c'est un point de détail. Masraf Al Rayyan, eux, quand ils sont rentrés au UK, au Royaume-Uni, c'était pour fondre sur l'Europe continentale. D'ailleurs, le projet était déjà dans les pipelines. Et puis quand le Royaume-Uni a décidé que le Brexit était sur le point d'arriver, ils ont fait machine arrière. Donc maintenant, ils sont bloqués avec leur petite filiale au Royaume-Uni. Sans l'Europe continentale, c'est compliqué. Ouais, ça c'est clair. Alors, une autre question, il y a beaucoup de questions, merci, vous êtes très actifs là. Pourquoi il n'y a aucun distributeur d'assurance vie qui commercialise des fonds islamiques en France? Il me semble que cela avait été lancé en 2014, mais plus rien à ce jour. Alors, ce n'était pas en 2014, c'était en 2012, c'était Swiss Life qui avait lancé, effectivement, vous aviez raison. Et vous posez la question, est-ce une question d'image politique ou une question de rentabilité pour le distributeur? Alors, je vais répondre à cette question. Ce n'était pas une question d'image politique pour Swiss Life. Le directeur général de Swiss Life de l'époque, Vincent Liégeon, avait bien précisé que Swiss Life était un assureur international et qu'il était là pour répondre à toutes les typologies de besoins de ses clients. Donc, la question d'image politique qui a souvent été évoquée n'a absolument pas été une problématique pour Swiss Life. Par contre, très bonne, c'est votre deuxième question, est-ce une question de rentabilité? Oui, ça a été une question de rentabilité parce que le produit a été, comment dirais-je, très peu compétitif parce que les coûts d'entrée dans le fonds était, enfin, dans le produit était assez élevé et la rentabilité du fonds sous-jacent, et Anouar, je pense que tu commenteras par la suite, la rentabilité du fonds n'a pas suffi, entre guillemets, à
à faire suffisamment de rentabilité pour couvrir les frais d'entrée. Donc, le produit a eu un succès d'un point de vue relativement quantitatif. Il y a eu beaucoup de personnes, mais en termes de cash levé, les estimations qu'on avait faites, c'était pas énorme. C'était entre 10 et 20 millions. Donc, c'est pas véritablement réussite en termes de levée de fonds. En termes de, je pense le produit était mal tarifé. Il faut quand même le reconnaître à cause de la. Les coûts d'entrée étaient trop gros. Oui, à cause de la sédimentation des marges. Quand vous avez un assureur dont ce n'est pas le métier, ce n'est pas une compagnie de tacafoul, donc il y a des frais de développement. Ces frais de développement, on les récupère au moment de la souscription. Et puis ensuite, la rémunération de l'asset manager. Parce qu'un contrat d'assurance vie, c'est d'abord un produit d'épargne. Avant d'être un produit d'assurance, c'est d'abord un produit d'épargne. Donc, il faut rémunérer l'asset manager. L'asset manager, il se rémunère comment? Les commissions de gestion et frais de gestion qui étaient élevés parce que les volumes n'étaient pas très importants. Quand vous avez un fonds à 2 milliards, ce n'est pas la même chose que quand vous avez un fonds à 40 millions. Ensuite, vous avez des frais de performance. Ensuite, vous avez tous les distributeurs, parce que Swiss Life n'est pas vraiment distributeur, ils sont fabricants, manufacturiers, ils ne sont pas distributeurs. Donc, il y a tous les distributeurs, donc les courtiers. Et puis ensuite, vous avez tout ça qui vient s'accumuler, se sédimenter. Donc, si vous n'avez pas de grosses performances à l'actif du fonds, je ne vois pas comment le client il peut rentrer dans ses frais. Donc, une bonne année, vous faites plus 15%, vous avez 8% de charges, ça fait 7% net. Les impôts passent par là, il reste un petit 4,5-5%. Mais une année, vous faites moins 5 à cause du retournement euro-dollar et vous accumulez les 7 ou 8% de frais d'entrée, vous êtes à moins 13, moins 14. Et donc, les clients, voyant ça, se sont dit, oui, c'est sympa, mais c'est trop cher. Ça n'a pas de sens. Un contrat d'assurance vie avec des tarifs pareils, c'est un contrat d'assurance vie qui va finir par mourir. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était une très bonne idée, mais mal exécutée à cause des prix. Absolument. Une belle question encore. En islam, si la dette est sacrée et ne peut faire acte d'échange, pourquoi certains soukouks sont-ils cotés? Oh, j'adore cette question. J'espère qu'elle a été posée par un futur étudiant parce que c'est là, à mon avis. Elle ajoute bien, cette personne ajoute, tout en sachant que la plupart ne le sont pas. Effectivement, vous avez bien raison. Bon, je te laisse répondre à ça. Ouais, alors la question a été traitée par la fatwa de février 2008 de l'IOFI. L'IOFI, c'est Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, qui fixe les conditions de licéité des soukouks et notamment de leur cotabilité, de leur listabilité, de leur échangeabilité. Et alors, c'est marrant, ils disent pour que les soukouks soient échangeables, tradable, il faut un certain nombre de conditions. Et ces conditions, la première, c'est que Sukuk to be tradable doivent répondre à deux grandes catégories. Soit les Sukuk sont adossés à des contrats de partage des profits et des pertes, d'accord? Soit les Sukuk sont à partage des profits et des pertes, auquel cas il n'y a pas de garantie ni sur les coupons ni sur le principal. Si c'est le cas, alors les Sukuk sont licites et tradable. Première catégorie. Donc, forcé de reconnaître que vous dites à un investisseur, bon, votre coupon, il n'est pas garanti, votre principal non plus. Bon, il n'y a pas beaucoup de sukuk comme ça. En revanche, il y a une deuxième catégorie de sukuk qui sont adossés à des contrats de non-partage des profits et des pertes, qui sont une exception, et contrats d'ijara. Très bien. Contrats d'ijara, c'est des contrats de location. Donc, par exemple, les sukuk du Luxembourg sont parfaitement tradable. Pourquoi? Parce que dans un contrat d'ijara, tout est fixé d'avance au moment du contrat, à savoir la chronique future des loyers. Et donc, dans ces cas-là, on peut parfaitement garantir un coupon et garantir un principal parce que ce qu'on titrise, ce sont des usufruits de loyers futurs, modulo le risque de crédit. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, enfin, deuxième sous-catégorie de la deuxième catégorie, des sous-coups non partage des profits et des pertes, ce sont des sous-coups qui sont adossés à des créances. Et là, l'AEFI est parfaitement explicite, on ne peut pas coter des sukuk adossés à des créances. Des sukuk al-murabaha, où le contrat sous-jacent est une créance, est une dette, on ne peut pas lister, coter des sukuk adossés à des créances. Pourquoi? Parce que si vous autorisez le listing des sukuk adossés à des créances, les sukuk eux-mêmes sont des sukuk. Donc vous pouvez faire des sukuk de sukuk. Ça devient des sukuk au carré. Si vous faites des sukuk au carré et que vous les titrisez une deuxième fois, ça fait des sukuk au cube, la puissance devient infinie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée de l'argent, du papier, à partir de papier.
Et donc, en dernière analyse, soit vous avez des sous-coûts de partage des profits et des pertes, ils sont cotables. Vous avez des sous-coûts de non-partage des profits et des pertes adossés à des contrats de leasing, de crédit bail, ils sont cotables. Les sous-coûts adossés à des créances ne le sont pas, et ne peuvent faire l'objet que d'une transaction en private placement. Voilà pour répondre, c'est la fatwa de février 2008. Si un jour vous décidez de suivre un programme de formation en finance islamique, cette fatwa, on va la déconstruire tellement de fois que vous en aurez mal au crâne. Donc, ensuite, il y a une question de quelqu'un qui vient directement de découvrir le sujet. Donc, du coup, il a terriblement de questions. Comment on rémunère le risque et le temps en finance islamique si les intérêts sont interdits? Point d'interrogation. Comment concilier finance islamique avec notamment le principe d'adossement sur du tangible, sachant qu'avec nos économies tertiaires, les services sont intangibles? Comment les banques islamiques génèrent leurs profits? Si je comprends bien, il n'y a pas de marge nette d'intermédiation. La finance islamique progresse-t-elle aussi en dehors de la communauté islamique? On va reprendre question par question. Donc, comment on rémunère le risque et le temps en finance islamique si les intérêts sont interdits? Par Donc, le profit. oui, La banque islamique est un marchand de biens. Elle n'a aucune raison que la marge soit équivalente pour une transaction à 1 an que pour une transaction à 3 ans. La marge va être modulée. Donc, j'achète un bien, je le revends. Je ne vais pas le revendre au même prix à quelqu'un qui va me rembourser en 6 mois et quelqu'un qui va me rembourser en 6 ans. Donc, la marge, elle intègre le risque et le temps fait partie du risque. Plus le temps est long, plus il y a de risques. comment concilier finance islamique avec notamment le principe d'adossement sur du tangible avec nos économies tertiaires, dont La définition de la tangibilité. Alors, ça aussi, c'est dans la fatwa de février 2008 de la OIFI. Premier paragraphe. Le premier paragraphe dit tout soukouk, donc in fine, toute transaction islamique, doit s'adosser à un actif réel. Be it, alors je dis en anglais parce que je la connais en anglais, be it tangible, donc c'est tangible, c'est une assiette, un téléphone portable, une table, un smartphone. Usufruct, donc le droit d'usage d'un bien est considéré comme un actif tangible par les chouïrs, par les jurisconsultes. Au service, un service est considéré comme un actif tangible. Par exemple, on a vu des émissions de Soukouk de Ooredoo, qui est la compagnie de téléphonie du Qatar, qui a titrisé sous format Soukouk du airtime, c'est-à-dire du temps de voix et des data. On a vu aussi Fly Dubai, qui est la filiale low cost de Emirates, titrisé en Soukouk. Alors tout le monde a pensé que ce serait une titrisation d'aéronefs, d'avions, pas du tout. Ils ont titrisé des e-tickets futurs, des e-billets. On a même un État aujourd'hui qui est en train de s'interroger, de réfléchir, un État africain au demeurant, sur une émission de Soukouk adossée à des revenus futurs de TVA. Donc vous voyez, ce n'est pas que des tables et des chaises, ça peut être plein de choses. donc ça répond à votre question sur le fait que l'intangibilité, le service n'est pas considéré comme Alors, il y avait une troisième question qui était super intéressante. ensuite, Est-ce que les banques, comment les banques islamiques génèrent leurs profits? en étant marchands de biens, donc elles achètent ou elles construisent. Alors, on va prendre l'immobilier. Prenons Tamwil, le cas de Tamwil aux Émirats Arabes Unis. Elle ne fait que de l'immobilier. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont promoteurs immobiliers. Donc, soit ils achètent des villas à un prix 100 et puis ils revendent à 120 en étalant le remboursement sur un certain temps. Ça, c'est un contrat de murabaha. Soit ils font des contrats de istisna, de fabrication, donc ils deviennent promoteurs immobiliers. Donc, ils achètent un terrain, ils le viabilisent, ils construisent une tour, puis ensuite ils revendent à la découpe avec du financement qui va avec. C'est pour ça que Tamwil, ça veut dire financeur, financement. Tamwil est à la fois un promoteur immobilier et un banquier. Et puis il y avait une quatrième question, c'était sur les non-musulmans. Alors je vais vous donner un exemple. Non, la question c'était, la finance islamique progresse-t-elle aussi en dehors de la communauté islamique? La réponse est totalement oui. Totalement. 60% des clients des banques islamiques en Malaisie sont des Chinois. Voilà, et des pays entre guillemets, parce que c'est très important de mettre des guillemets quand on parle de pays à forte majorité, à population de forte majorité de musulmans, on ne veut pas dire forcément un pays islamique. Ça, vous avez tous une tendance à le confondre. Prends Dubaï, par exemple, Kader. Est-ce qu'on peut dire que Dubaï est une ville islamique? Absolument pas. Il y a une minorité de musulmans à la fin. Enfin, non, un peu plus de 50% de la population est musulmane, mais vous avez des clients chez Dubai Islamic Bank qui ne sont absolument pas musulmans. D'ailleurs, regardez la Côte d'Ivoire. Alors, si on me demandait après 20 ans quelle est, à mon avis, la banque islamique qui concentre le plus de qualité, moi je vous encourage à aller sur le site web de Dubai Islamic Bank.
Ils ont eu beaucoup de problèmes et tout. Ils se sont redressés. Ça fait 5 ans qu'ils travaillent d'arrache-pied pour améliorer qualitativement, quantitativement, en termes de tarification, de qualité de service et tout. Dubai Islamic Bank, pour moi, c'est celle qui est numéro 1 mondial dans le monde des banques islamiques. C'est topissime. Alors ensuite, il y a une question qui m'est dédiée personnellement. Quelles sont les raisons de la délocalisation de votre formation master en finance islamique à Tunis à partir de 2020? Comment un étudiant qui est en France peut faire pour intégrer votre formation? Bon, je vais vous répondre rapidement. Quelles sont les raisons de la délocalisation de votre formation de finance islamique à Tunis? C'est parce que nous avons formé la Banque centrale depuis 4 ans. On a lancé une nouvelle cohorte en Tunisie en avril 2019. Et ça a été un choix de l'université d'arrêter d'opérer son executive master à Paris. Et voilà. Et est-ce que ça sera relancé l'année prochaine? C'est une autre question. Donc là, je ne peux pas forcément vous répondre sur comment un étudiant qui est en France peut intégrer votre formation. Là, à l'occurrence, je vous invite à aller sur le site web de l'université et d'attendre toutes les informations, directement sur le site, parce que ça renvoie directement sur le site de Tunis. Ça vous enverra les prochaines informations sur la potentielle ouverture de la nouvelle formation l'année prochaine. Donc, Mais il y aura peut-être des formations à Paris et le cas échéant, je pense en que tout vous cas, en serez dans tous informés. les Les cas, réseaux sociaux vont. dans tous les cas, pour tous ceux qui m'entendent et qui ont des questions sur la partie conseil en formation en finance islamique, n'hésitez pas à me demander sur LinkedIn et me poser vos questions sur LinkedIn. J'essaie d'être assez réactif la plupart du temps et j'essaierai de vous répondre et vous conseiller au mieux. Monsieur Merbaud, Monsieur Assoun, merci. Votre présentation, hein, vous l'avez vu, suscite pas mal de Il reste encore des questions. Donc, on voulait. C'est comme. Je vous ai pas entendu, pardon, vous me disiez, Monsieur Merbaud? Il reste encore beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les arrête là? On les termine en moins de 5 minutes? Ça ne vous dérange pas? On essaie de prendre une salle de questions courtes avec des réponses courtes. Très bien. Bah, écoutez, je vous laisse. Allez, Kader, balance. Donc, Oui, on essaie de terminer assez rapidement. Donc, pourquoi n'y a-t-il plus d'initiative de constitution d'une banque islamique en France? Il y en a et on travaille sur une néobanque. L'objectif étant de commencer par les territoires d'outre-mer, notamment à La Réunion et à Mayotte. Une néobanque, c'est quoi? C'est une banque, enfin non, c'est un fournisseur de services qui utilise le bilan d'une autre banque, mais qui fournit quand même des services bancaires. On y travaille, c'est pas pour tout de suite, mais il y a encore des initiatives et on y travaille d'arrache-pied depuis plus de 6 ans. Mais c'est extrêmement dur, croyez-moi. La suite. Je voudrais savoir un peu plus sur les perspectives de développement de la finance islamique en Afrique. Y a-t-il des alumni alors attendez, voilà. Y a-t-il des alumni de votre programme qui travaillent en Afrique? Oui. Ou bien les ressources humaines étant rares? Elles le sont toujours très rares en Afrique. Il y a beaucoup d'alumni en Afrique chez nous, Tunisie, Algérie, Maroc, Sénégal, Mali, Bénin, Cameroun. Cameroun. Donc on a Côte d'Ivoire, des Comores. alumni en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. On a beaucoup de contacts. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec un de nos alumni africains basés sur place ou ayant des liens avec l'Afrique et basés ailleurs, vous n'hésitez pas à vous contacter Kader ou moi et on vous mettra en relation avec grand plaisir. Alors, il y a d'autres questions. Je suis désolé, j'ai passé quelques questions. On va prendre la dernière que j'aime beaucoup parce que tout le monde a un peu cette interrogation. Je ne comprends toujours pas le fonctionnement de la finance islamique. Quel est l'intérêt de la finance islamique? Si on prend l'exemple de l'immobilier que vous avez donné, une banque achète à 100 et vend à 120. Le gain est de 20. Eh bien, est un intérêt sous le nom d'un gain, point d'interrogation. Le concept en soi est de ne pas profiter de la position d'une partie pour faire des gains. Je ne comprends pas la différence entre finance islamique et finance traditionnelle. Et ça sera notre dernière question. Contracter un prêt. Ouais, mais ça c'est 30 heures de mon cours, Kader. Oui, je sais. Tu vois, je ne peux pas répondre en 30 secondes, mais disons une chose. La finance. Il va falloir que tu clôtures, mon ami. Ouais, je vais le dire très simplement. Je veux dire, la finance islamique, c'est de la finance avec un supplément d'âme. Et premièrement. Ensuite, la finance islamique, c'est de la finance avec un surcroît de règles. La finance islamique, c'est de la finance, pareil, mais qui n'est pas prédéterminée par des… comment dire ça? Qui, au contraire, est déterminée par un certain nombre de
de valeurs et de principes. Ce que vous me disiez là sur le plus 20, est-ce que c'est différent de l'intérêt? Oui, terriblement. Terriblement. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est la rémunération de la frustration. Croyez-moi sur parole, je peux vous le démontrer, mais je n'ai pas le temps. L'intérêt, c'est la rémunération de la frustration, pas du temps, pas du risque, de la frustration, qui ensuite se module avec le temps et avec le risque. En islam, la frustration n'est pas rémunérable. C'est le travail ou la prise de risque qui est rémunérable, pas la frustration. D'accord? Donc, si la frustration n'est pas rémunérée, qu'est-ce qu'on rémunère? Donc, une banque islamique, dans son âme, n'essaye pas de maximiser une rentabilité in abstracto. Elle maximise une rentabilité in concreto en fonction de la performance des actifs sous-jacents qu'elle a contribué soit à fluidifier, marchand de biens, soit à accroître, industriel. Donc un banquier islamique, finalement, c'est un marchand ou un industriel qui s'ignore. Alors, c'est 30 heures, ça c'est 30 heures. Et je vous encourage à venir chez nous et à souscrire à la future prochaine programmation de finances islamiques qui verra le jour à Paris, si tout va bien, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la partie formation et d'autres questions, donc, on est complètement disponible potentiellement sur LinkedIn et on peut laisser nos adresses à vos responsables chez Financial Business School. Absolument. S'il y a on vous laissera nos adresses et nos contacts. Vous n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On vous remercie. Je suis désolé quand même de ne pas avoir pris quelques questions au passage. Mais là, je sais qu'un noir, aujourd'hui, je ne l'ai pas trop coupé parce que j'ai senti tellement confiné que là, il s'est libéré. Donc, je l'ai laissé jusqu'au bout. Ça fait du bien, c'est top. Ça fait du bien, je vois ça. Ma salle de classe me manque. Kader, aide-moi. Donc, je suis désolé pour toutes les questions que je n'ai pas pu prendre. Je vous remercie pour ma part énormément d'avoir eu la patience de nous écouter et d'écouter attentivement le professeur Anouar. Et écoutez, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à demander tous les documents ou toute information que vous souhaitez utile pour votre formation ou pour votre repositionnement sur le marché auprès de vos directeurs et on restera en contact avec eux si vous avez besoin de nous. Voilà. Tout dernier point pour dire au revoir. Ramadan Karim à tous ceux qui partagent la foi de l'islam. Bon courage. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci messieurs encore pour votre disponibilité. Vous retrouverez pour l'ensemble des participants le replay de cette conférence qui sera posté sur les réseaux sociaux Financia. Merci Monsieur Merbou, merci Monsieur Hassoun pour votre disponibilité et très bonne fin de journée à tous. Et si, comme l'a dit Monsieur Merbou, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre et on retransmettra à Monsieur Merbou et Monsieur Hassoun. Donc vous avez vu, l'ensemble des questions ont été posées par les participants, composées des étudiants principalement, de professionnels. Il y avait pas mal de profils sur cette conférence. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Ah.